Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va faire quelques petits tests avant de démarrer. On utilise du coup la solution GoToWebinar pour faire ce webinaire. Normalement, vous devez avoir à droite, voilà, je vois que certaines personnes l'ont déjà trouvé, un module de chat questions sur lequel vous pourrez me poser vos questions tout au long du webinaire et j'y répondrai. Premièrement, est-ce que déjà, parce que et forcément, le confinement, on est chez soi, donc bienvenue chez moi déjà. Hop, est-ce que vous voyez bien ma caméra, le micro et la présentation? Apparemment, oui. Il y a Romain qui me dit bonjour. Bonjour Romain. Est-ce que vous m'entendez bien si je mets le micro comme ça? Ça m'évitera de le porter. Dites-moi si vous m'entendez pas très bien. Et puis on va démarrer dans quelques minutes puisque du coup, il est bientôt 30. Je vais essayer d'accrocher le micro comme ça. Alors, bonjour Benoît, ok pour le son, tac tac tac. Bonjour Faustin, bonjour Fabienne. Super, super. Hop, voilà, donc il y a de plus en plus de participants qui nous rejoignent. Et vous voyez bien ma présentation, donc c'est super. Alors bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'étais en train de faire des petits tests vidéo, micro, son. Pour ceux qui ont des soucis, si jamais vous ne m'entendez pas bien, vous pouvez le mettre en commentaire, en question à droite. Voilà, donc sur le panneau GoToWebinar. On va commencer dans quelques instants. On va peut-être attendre un tout petit peu pour les retardataires. Aujourd'hui, on va parler du marketing automation, donc se lancer au marketing automation en 2020. Alors, en plus de ça, c'est une année un petit peu entre parenthèses. Donc, si ça se trouve, vous aviez prévu de vous lancer cette année, vous avez peut-être décalé pour l'année prochaine, vous vous posez des questions, est-ce que finalement je peux me lancer cette année? On va pouvoir y répondre un petit peu justement aujourd'hui. Si jamais vous avez des soucis, que vous m'entendez pas bien, que vous m'entendez pas du tout, vous voyez pas la présentation, n'hésitez pas à écrire à l'adresse email hello@lianatech.fr et comme ça mes collègues pourront vous aider. Voilà, ils pourront intervenir. On me dit son tip top. Bonjour Vincent. Super. Voilà, donc je vois qu'il y a, de plus en plus de participants qui nous rejoignent. On va attendre encore une petite minute afin que tout le monde puisse être là quand je vais démarrer. Pour ceux qui n'avaient pas entendu, ceux qui n'étaient pas encore là, vous pourrez poser vos questions sur le module du coup à droite que vous devez avoir, GoToWebinar, tout au long de la présentation et j'y répondrai évidemment au fur et à mesure. Voilà, on va commencer la présentation. Alors bonjour à tous et à tous de me rejoindre. Je vous invite un petit peu chez moi aujourd'hui, temps de confinement oblige. Aujourd'hui, on va faire un webinaire justement sur le lancement en marketing automation en 2020. Alors, ce webinaire s'adresse aussi bien à des personnes qui évidemment veulent se lancer en marketing automation, vous en avez sûrement entendu parler, vous voulez peut-être envisager la stratégie, tout aussi bien des personnes qui se sont déjà lancées ou des personnes qui ont eu des échecs avec ce type de projet, parce que oui, ce n'est pas rare de voir ce genre d'échecs sur ce type de projet qui peuvent parfois être lourds, ça dépend de la taille du projet. Donc peut-être revoir un petit peu les bases justement pour mieux repartir. Alors, je ne me suis pas présenté, je m'appelle du coup Samuel Plasman et je suis directeur du bureau français de Liana Technologies. Je vais lancer la présentation. Je vais passer juste peut-être 2-3 minutes
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Liana Technologies, pour présenter un peu la société, peut-être que vous êtes client déjà chez nous, peut-être que vous avez participé déjà au webinaire hier présenté par mon collègue Jérémy Barry sur l'emailing. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vraiment m'atteler à tout ce qui est sujet d'automation marketing. Je vais pas aller dans les détails du sujet d'emailing. Hein. L'emailing, c'est mon collègue hier, Jérémy Barry, qui l'a présenté. Si jamais vous n'avez pas pu assister à sa présentation, écrivez-nous à l'adresse hello@lianatech.fr pour nous demander la présentation et on vous l'enverra avec plaisir. Alors, Liana Technologies, c'est un groupe international finlandais qui a été créé il y a environ 14 ans. On a des bureaux présents un petit peu partout dans le monde, Suède, Allemagne, Finlande évidemment, Hong Kong, mais aussi Dubaï et le bureau français, nous sommes basés à Paris. Voilà. On compte un peu plus de 240, 250 collaborateurs au sein du groupe aujourd'hui. On compte plus de 3500 clients dans plus de 30 pays dans le monde. Voilà. Donc on n'est plus une start-up, hein, ça fait un petit moment qu'on a évolué. Et la particularité de Liana Technologies, c'est que nous sommes éditeurs de solutions logicielles à destination des professionnels de la communication et du marketing digital. Alors, on a dit des solutions à 360 degrés, comme vous pouvez le voir sous les yeux. Il faut comprendre deux familles. Une famille communication avec les outils Liana Press et Liana Monitor qui vont vous permettre d'envoyer des communiqués de presse, gérer les relations presse avec médiatique. Et une famille marketing, puisque nous réalisons des sites internet, des sites e-commerce. Liana Mailer est une solution d'emailing, Liana CEM, la solution de marketing automation de Liana Technologies. Voilà. Je fais assez rapide parce que c'est pas vraiment le but aujourd'hui de trop présenter la société. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Si jamais vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus, évidemment, envoyez-moi un email aussi suite à ce webinaire à l'adresse samuel.plasman, P-L-A-2-S-M-A-2-N, @lianatech.com. Alors aujourd'hui, sur ce webinaire, on va répondre à plusieurs attentes, des questions que vous vous posez sûrement. Quand j'ai réalisé ce webinaire, je me suis dit, finalement, quand on veut se lancer en marketing automation, quelles questions on se pose? On se dit, est-ce que mon entreprise est adaptée pour des projets de marketing automation? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Des ressources qui peuvent être humaines, financières ou autres. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir besoin pour se lancer? Quelle méthodologie on va choisir? Parce qu'on va voir qu'on a plusieurs types de méthodologies en marketing automation, ne serait-ce que si on s'adresse en B2B, en B2C. Et enfin, est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, par cette question, on veut dire, du coup, est-ce que l'investissement que j'ai réalisé est-il réellement efficace sur mon ROI? Alors, je surveille en même temps le chat. Apparemment, Catherine me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que tous les autres, vous m'entendez ou est-ce que vous n'avez plus de son? Peut-être que c'est un cas isolé. On t'entend. Son OK. OK. Donc, Catherine, peut-être que ça doit être dans vos préférences sur GoToWebinar ou ça doit être peut-être la sortie de votre ordinateur. En tout cas, si jamais vous avez alors vérifiez peut-être la sortie audio, hein. La sortie audio, peut-être qu'elle n'est pas sur votre ordinateur, ça doit peut-être être sur autre chose. Si jamais vous avez un problème que vous n'y arrivez vraiment pas, écrivez à hello@dianatech.fr et un collègue, pourra vous aider. On va continuer cette présentation. Alors, avant de parler méthodologie, quoi que ce soit, j'aimerais vous parler d'une étude que nous réalisons chez Liana Technologies auprès de professionnels du marketing digital. La dernière que nous avons fait en date de 2017, hein, donc il y a un peu plus de 2 ans, on va dire, 2 ans et demi, et nous l'avons renouvelée il y a quelques mois. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer les résultats de cette étude auprès de 331 professionnels du marketing digital. Ces personnes qui ont répondu, ce sont autant des utilisateurs ou non de solutions de marketing automation. Hop. Alors, les résultats de cette étude. Déjà, deux premiers graphiques, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que majoritairement, les professionnels du marketing digital connaissent le concept
du marketing automation. D'ailleurs, cette statistique a évolué drastiquement depuis notre dernière étude de 2017. Donc, on se rend compte qu'effectivement, le marketing automation est de plus en plus connu au sein des professionnels du marketing. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder la corrélation avec le deuxième graphique qui, justement, indique est-ce que vous avez l'intention d'investir dans les 12 prochains mois. C'est là où on voit des chiffres un peu plus inquiétants parce que la majorité se disent bah, je ne sais pas trop. Il y en a peu quand même qui se disent oui et une part qui se dit non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'hésitation. Il y a encore beaucoup d'hésitation à se lancer, j'imagine, parce qu'on ne trouve pas forcément les réponses à ces questions. Encore une fois, les réponses aux attentes que je vous ai montrées tout à l'heure. Sur cette étude, on posait aussi à gauche une autre question. Quels sont les principaux bénéfices pour vous du marketing automation? Alors, je vous ai listé le top 3. En premier arrive à plus de 60% l'amélioration des messages segmentés, avec une petite faute d'orthographe à message, en oubliant le S. Effectivement, le marketing automation permet d'améliorer en tout cas les messages segmentés. Deuxième point, d'améliorer le ROI. Donc ça, c'est visiblement quelque chose qui est bien ancré. Et enfin, troisième point, améliorer l'expérience client. À droite, on a posé une autre question. Quels sont les principaux challenges pour vous, les principales difficultés en marketing automation? Je vous ai listé le top 3 aussi. Plus de 48%, le manque de savoir-faire. En deuxième position, le manque de ressources humaines. Et enfin, en 3, les difficultés à utiliser les outils. Donc finalement, ces situations rejoignent complètement les attentes que je listais en début de cette présentation. Stéphanie me demande qu'est-ce que le ROI? Donc ROI, Return on Investment, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire combien je vais gagner suite à l'investissement que j'ai réalisé. Imaginons que vous investissez, je ne sais pas, 10 000, 20 000 euros par an en marketing automation, vous vous attendez peut-être à recevoir des bénéfices de 20 000, 30 000, 40 000, voilà, pour pouvoir rentabiliser ce projet. Alors, qu'est-ce que c'est le marketing automation? Si on devait donner une définition simple et claire, en fait, le marketing automation, c'est une méthodologie appliquée avec un outil en ligne, comme il y en a beaucoup, qui permet d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Donc finalement, contrairement à l'email de masse comme on a fait jusqu'à aujourd'hui, qui est de dire OK, je vais standardiser un email, je vais prendre toute ma base de données et envoyer cet email peut-être tous les mois à toute ma base de données. Il y a certaines personnes qui ne vont pas être intéressées du tout par l'email, il y en a d'autres qui vont être intéressées par une partie ou une autre. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe d'emailing basique qui aujourd'hui ne fonctionne plus très bien puisque l'idée étant vraiment de segmenter ces bases de données pour apporter le bon contenu à la bonne personne. Le marketing automation va rajouter le bon moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va déclencher des actions, comme par exemple l'envoi d'un message, suite à l'action justement d'un de vos abonnés, de vos visiteurs. Par exemple, j'ai visité votre site internet, je me suis inscrit à la newsletter, très bien, vous m'avez identifié, je suis dans votre base de données. Quelques jours plus tard, je retourne sur votre site internet, vous me traquez avec mon adresse email, j'ai cliqué sur plusieurs pages, peut-être que je vais recevoir du coup un email de votre part m'indiquant que j'ai peut-être un intérêt pour telle ou telle solution ou service que vous présentez sur votre site internet. Un exemple autre tout bête, vous allez par exemple dans une grande surface, vous achetez un appareil photo, vous avez sûrement besoin par exemple d'accessoires pour votre appareil photo. Eh bien, sûrement que la marque de cette grande surface va vous proposer par email quelques jours plus tard les accessoires. Alors, si on devait justement définir un peu mieux le marketing automation, qu'est-ce que c'est? Suite à l'étude que nous avions réalisée, on s'est rendu compte que finalement, marketing automation permettait une communication première plus pertinente, permet d'améliorer l'engagement client, parce que forcément, on va parler presque individuellement à chaque contact en fonction de ses actions. Un contact qui est très peu actif avec votre société ou votre marque, vous allez peut-être lui envoyer moins de contenu justement qu'un contact qui est plus chaud.
hein. Alors aujourd'hui, sur ce webinaire, on va parler de lead. Un lead est égal à un contact. Donc ce lead, justement, il va être plus chaud s'il a déjà un historique, par exemple, d'achat chez vous, ou s'il a cliqué sur plein de liens, ou s'il a mis des produits dans un panier. Voilà. Une communication à un meilleur moment, encore une fois, on rejoint la notion de temporalité. L'augmentation de la fidélité client. Alors, dans ce webinaire, aujourd'hui, en plus, je vous ai prévu 2 slides sur justement comment monter un programme de fidélité digitale. Augmenter les revenus, puisque l'idée, c'est justement de pouvoir générer ce qu'on appelle de l'upsell, donc de la vente supplémentaire ou du cross-sell, c'est-à-dire la vente d'accessoires, par exemple, pour mon fameux appareil photo. Et enfin, une économie de temps, puisque oui, le marketing automation peut être chronophage au lancement du projet, mais en fait, c'est un investissement de temps que vous faites pour votre futur, puisque une fois mis en place, vous n'avez plus rien à toucher. C'est justement ça l'avantage. Alors, vous devez sans doute vous poser la question, si jamais vous n'êtes pas encore lancé en projet de marketing automation, c'est pour qui? Vous dites, mais non, le marketing automation, ça doit peut-être être pour une très grosse société, moi, j'ai pas forcément les moyens. En fait, aujourd'hui, il y a une telle pluralité des solutions logicielles disponibles, notamment sur le marché français, qu'on peut vraiment dire que le marketing automation, c'est vraiment pour toute société qui a une base de données qualifiée. Donc, vous voyez, c'est vraiment le premier critère. C'est pas la taille de la société, c'est pas le secteur industriel, c'est pas si c'est du B2B, du B2C, mais c'est la maturité digitale pour savoir si déjà, premièrement, on a une base de données qualifiée. Ensuite, qui souhaite augmenter le volume de ses ventes ou le panier moyen, donc avec des objectifs commerciaux en tête et marketing, que ce soit en B2B ou B2C. Voilà. Donc dans cette présentation, à chaque fois aujourd'hui, je vais vous parler de sujets qui peuvent être à la fois B2C ou B2B. Et de temps en temps, je vous donnerai des exemples dédiés B2C ou B2B, et évidemment, j'indiquerai. Voilà. Donc, finalement, le marketing automation, c'est pas pour une taille de société, c'est vraiment en fonction de votre maturité digitale et de vos objectifs marketing. Alors pourquoi? Pourquoi le marketing automation? En fait, il vise principalement à, premièrement, produire, organiser et promouvoir des contenus et des événements. Donc ça, c'est vraiment la gestion de contenu. On va optimiser la génération de leads liés à ces contenus. Donc, par exemple, via des formulaires et des landing pages. Landing page, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une page web qui, visuellement, en termes de design, va reprendre la même charte graphique que votre site internet, mais qui va avoir pour objectif principal le remplissage d'un formulaire afin de gagner les coordonnées d'un lead. Voilà. Donc d'un visiteur sur cette landing page. En B2B, c'est plutôt utilisé en B2B, les landing pages. En B2B, c'est surtout pour utiliser par exemple avec la génération de livres blancs. On va apporter du contenu et on va dire pour recevoir ce contenu, merci d'indiquer votre adresse email, nom, prénom, etc. Comme ça, vous gagnez les coordonnées d'une personne qui est intéressée, que vous pourrez recontacter peut-être à l'avenir, et cette personne-là souhaite lire le livre blanc que vous avez réalisé. En B2C, les landing pages vont surtout parler, par exemple, pour ceux qui font du e-commerce, puisque ça va être tout le funnel de vente justement du produit à partir du moment où on arrive sur la page produit. Pourquoi le marketing automation? Pour qualifier et scorer les leads et les comptes. Donc là, on va parler de lead scoring. Le lead scoring, c'est la technique, la méthodologie pour attribuer des notes, un score, à certains leads, à certains contacts, en fonction de leur comportement. C'est pareil, je vous ai prévu aujourd'hui quelques slides là-dessus. On va en parler un peu plus tard. Pourquoi? Pour gérer et nourrir ces leads. Une fois qu'on les a acquis, on a besoin de les nourrir, ce qu'on appelle du lead nurturing. Je vous donne à chaque fois en fait un petit peu les mots, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, hein, le vocabulaire lié au marketing, comme ça, même si aujourd'hui ça ne vous parle pas, notez-les sur un bout de papier et tapez ça sur Google. Vous allez voir, il y a plein d'articles qui vont parler de ces sujets, de landing page, de lead scoring, le lead nurturing, et ça peut vous donner du coup des idées à l'avenir dans votre business. Et enfin, à alimenter efficacement en lead les équipes commerciales.
Puisque oui, le marketing automation est lancé à l'initiative de l'équipe marketing, mais doit être utilisé en finalité pour les bénéfices de l'équipe commerciale. Évidemment, pour du B2B. Alors, j'ai fait une petite slide sur l'email transactionnel pour déjà en donner une définition, parce que si je parle à quelqu'un qui ne connaît pas le marketing automation, qui n'en a jamais fait, et ben, la première chose qu'il va me dire, c'est ah très bien, donc le marketing automation, finalement, c'est quand on reçoit un mail, par exemple, quand on vient de faire une commande, ou alors c'est un mail de bienvenue de nouveaux clients, confirmation d'abonnement. Pas vraiment. Le marketing automation, c'est justement l'automatisation de scénarii d'emailing, fonction d'un comportement. Ces emails-là, on appelle ça des emails transactionnels, puisque c'est juste un email qu'on reçoit suite à une seule action et auquel derrière on ne peut pas vraiment faire de boucle. Par exemple, tout ce qui est confirmation de commande, bienvenue au nouveau client, confirmation d'abonnement, des informations sur les prochaines factures, les paniers abandonnés, les anniversaires. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas du tout du marketing automation. Je dis que c'est une sous-partie, ce qu'on appelle de l'email transactionnel. Évidemment, vous pouvez prévoir tout ce genre d'email dont je vous ai listé ici à gauche avec votre solution de marketing automation et ensuite de pouvoir construire ce qu'on appelle des workflows. C'est donc le fameux scénario d'emailing. Par exemple, alors pour un anniversaire, on va envoyer un email, mais on ne va pas lui envoyer des emails tous les 3 jours par la suite pour lui dire voilà, c'était votre anniversaire. En revanche, pour les paniers abandonnés, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un premier email de panier abandonné au bout d'un jour, par exemple, et puis par la suite, renvoyer un email de relance, voilà, voir pourquoi la personne a abandonné son panier. Alors, de quoi j'ai besoin pour faire du marketing automation? J'ai essayé d'être le plus concis possible parce que, encore une fois, aujourd'hui, on parle de lancement de projet de marketing automation. Je ne m'adresse pas vraiment pour ceux qui ont déjà des projets très en place, très lourds. Hein, voilà. Donc, on va surtout parler des bases. On va avoir besoin de se fixer des objectifs. On va avoir besoin forcément de parler d'intégration technique. Intégration, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de lier la solution de marketing automation avec une base de données. On va parler de base de données, justement, ce que j'ai résumé en BDD, que vous allez retrouver souvent dans cette présentation. Base de données, comment elle doit être qualifiée. Et enfin, évidemment, on va parler de contenu, création de contenu. J'en profite, je fais une petite pause. N'hésitez pas à me poser au fur et à mesure de la présentation vos questions à droite sur le panneau de configuration GoToWebinar. Comme ça, je m'arrête au bout d'un certain temps et je répondrai à toutes vos questions par la suite. Voilà. Alors, premièrement, les objectifs. Pourquoi il est important de se définir des objectifs? Puisqu'en fait, il va falloir définir des objectifs principaux suite à sa stratégie marketing d'envergure. Comme ça, on va avoir des segments et des automations par objectif. Alors pourquoi? Pour pouvoir suivre surtout l'efficacité de vos campagnes. Parce que si on lance des campagnes sans objectif, on ne pourra pas en mesurer les bénéfices. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre un chiffre, dire ça c'est réussi ou pas. Vous allez peut-être avoir un taux d'ouverture, un taux de clic, mais est-ce que vous allez finalement vous poser la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que par rapport au marché, etc., est-ce que c'est bien? Si vous vous fixez un objectif dès le début, vous allez pouvoir l'évaluer au fur et à mesure. Mais surtout, ça peut vous pousser à aller plus loin que la simple création d'automation pour un besoin à un instant T. Parce que si je vous parle de ce projet, que vous êtes très motivé et que demain vous voulez vous lancer, vous allez me dire, Samuel, moi j'ai telle idée de segmentation, telle idée de scénario. Ok, vous avez ça comme idée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il en est dans 6 mois, dans un an, etc. Puisqu'il faut que votre solution de marketing automation évolue avec votre stratégie. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se fixer des objectifs concrets et réalisables pour déjà savoir si on les atteint ou pas et pouvoir se donner des idées sur d'autres scénarios d'emailing. Alors, je vous ai listé une liste voilà, de quelques exemples d'objectifs, comme par exemple avoir plus de leads qualifiés. L'objectif, c'est d'avoir plus de leads qualifiés. De conquérir des prospects.
Donc finalement, d'avoir une meilleure conclusion de mes ventes. De réduire le cycle de vente ou intervenir sur le funnel de vente. D'augmenter le panier moyen. D'améliorer la connaissance client ou bien d'autres. Voilà. Quelques exemples comme ça. Le but, c'est pas d'avoir trop d'objectifs, parce que si vous en avez trop, vous allez plus savoir quoi suivre. C'est de s'en fixer 2, voire 3 maximum, et finalement de construire des segments et automation qui vont répondre à chacun de ces objectifs. Par exemple, réduire le cycle de vente, je vais effectivement essayer de créer un segment de tous les clients qui ont acheté sur telle période, mais qui ont mis plus de tant de temps pour faire un achat. Voilà. Donc ceux qui ont mis un temps long pour acheter, etc., etc. Les intégrations. Alors ça, c'est un très gros sujet en marketing automation. L'intégration. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu le nerf du projet. C'est-à-dire que marketing automation, étant donné que c'est un système qui envoie de l'email en temps réel que vous ne contrôlez plus, c'est-à-dire vous avez créé vos segments, vous allez créer vos workflows qui va dire à partir du moment où la personne rentre dans le segment, boum, je lui envoie un email. Ça y est, vous ne contrôlez plus l'envoi, ça part automatiquement. Eh bien, si vous avez à importer tous les jours un fichier Excel manuellement dans la solution, c'est évidemment réalisable, mais c'est chronophage et c'est un peu gênant pour vous. Parce que du coup, on ne peut pas dire que vous ayez une base de données réellement mise à jour. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'intégration avec les systèmes de vos bases de données, comme par exemple votre CRM principalement. On peut faire des intégrations aussi via des serveurs FTP avec des fichiers Excel, intégration avec des ERP, des PMS, si jamais il y en a qui sont dans le secteur hôtelier aujourd'hui, avec un site internet, par exemple un site e-commerce, il est possible de faire une intégration. Si votre base de données est uniquement sur votre site e-commerce, on peut faire une intégration, ou des landing pages. Voilà. Donc en gros, c'est se dire quels sont les canaux, où est située ma base de données. C'est là généralement où ça pêche, puisque quand on doit faire un petit peu un état des lieux généralement de où se situe la donnée, dans chacune des entreprises, on se rend compte qu'elle est un petit peu partout. Les commerciaux gèrent des fichiers Excel, le CRM il n'est pas bien rempli, etc., etc. Ça, je vais y venir dans une autre slide, spécifiquement dédiée à la base de données. Sur ce sujet d'intégration, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une intégration, c'est qu'on va lier techniquement la rentrée, la sortie des données entre votre logiciel de marketing automation et vos différentes bases de données. Voilà. Donc, vous pouvez vous noter, pour ne serait-ce qu'avoir un petit peu au moins en tête le vocabulaire technique, généralement on parle d'API, des REST API. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de code dans le logiciel qui va autoriser l'intégration ou non de solutions tierces. Si vous avez un CRM au sein de votre société et que vous envisagez d'implémenter du marketing automation, la première question à vous poser, c'est est-ce que mes API sont ouvertes dans mon CRM? Voilà. Ça, c'est vraiment une question qui peut être compliquée si vous avez un CRM qui date d'un bon moment parce que généralement, les API ne sont pas ouvertes. Ensuite, on va définir le niveau d'intégration. Est-ce que j'ai besoin de recevoir des données une fois par jour, tous les jours? Voilà, ça se fait beaucoup en B2B sur des petites bases de données qui n'évoluent pas beaucoup. Ou est-ce que j'ai besoin au contraire que ce soit une intégration live, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un rentre un contact dans ma base de données, boum, il doit tout de suite rentrer dans le marketing automation pour déclencher un email. Ça, c'est une question. Voilà. Après, on parle d'intégration aussi FTP qui sont un peu plus légères, c'est-à-dire intégration avec un dépôt de fichiers automatique sur des serveurs web. Voilà. Donc, ce sujet intégration, c'est un petit peu technique. Hein, souvent, on peut s'y perdre un peu. J'essaye vraiment de vous simplifier la chose pour que vous puissiez comprendre un maximum, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Si vraiment vous avez des questions sur les intégrations, j'imagine qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à les poser parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut creuser et surtout ne pas négliger. On ne choisit pas une solution de marketing automation parce qu'elle est belle ou parce qu'elle a des fonctionnalités qui sont sexy. Non,
c'est surtout pour ses possibilités d'intégration. Pourquoi? Parce que le nerf du marketing automation, c'est la donnée. Si vous n'avez pas, premièrement, de données et deuxièmement, qualifiées, vous ne pourrez rien faire de toute façon, aussi beau que votre logiciel soit. Voilà. Donc c'est vraiment le principal point. Alors, deuxième slide sur les intégrations, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Justement, je vous ai cité ici quelques exemples de données qu'on peut aller chercher via les intégrations. Par exemple, le statut du contact. Est-ce que c'est un prospect, un client? Ça peut d'ailleurs vous donner des idées de segmentation, hein. Finalement, est-ce qu'on va chercher les paniers? Est-ce que la donnée de panier abandonné, je l'ai? Est-ce que je peux la transmettre? Le téléchargement livre blanc. Par exemple, des fois, on me demande, OK, bah moi, je veux relancer avec les outils Liana de marketing automation toutes les personnes qui ont réalisé un rendez-vous avec un commercial. Je leur dis très bien. Du coup, où est votre donnée que cette personne-là, ce prospect ou ce client, a eu le rendez-vous avec le commercial? Ah bah non, on ne l'a pas. Voilà. On peut rien faire si on n'a pas cette donnée à la base. Donc c'est très important de pouvoir lister finalement, de pouvoir lister les données que vous possédez au sein de votre base de données, que ce soit un CRM ou autre. Des critères géographiques, des critères de profil, métier, fonction, etc. Par exemple en B2B, si vous voulez vous adresser plus au directeur RH, au directeur marketing, etc., etc. À visiter telle page du site, à ouvrir la newsletter, à cliquer sur un lien, les nombres d'employés, secteur d'activité, participation à des webinaires. Voilà. Bon, ça, c'est tout un tas d'exemples vraiment basiques, très très basiques pour se lancer en marketing automation. Donc déjà, vous pouvez vous noter cette liste-là et vous dire, OK, est-ce que ces données-là, évidemment si elles sont pertinentes pour vous, hein, est-ce que ces données-là, je les ai et est-ce que je peux les exporter? Est-ce que finalement mon CRM, si jamais je veux prévoir une intégration, me permet de les exporter? Voilà. Et là, tout de suite, vous allez vous dire, si oui, vous pouvez vous lancer en marketing automation, sinon, ça veut dire que vous n'avez pas une base de données qui vous permet de transmettre les données que vous souhaitez. Donc là, ça ne sert à rien. On va parler de stratégie de contenu maintenant. Les contenus, on va différencier en fait trois catégories, trois types de contenus en marketing automation, puisqu'encore une fois, le but du marketing automation, c'est de construire des scénarios d'emailing. On va dire à partir du moment où tu rentres dans tel segment, on envoie tel message et on va le travailler ensuite. Est-ce qu'il a ouvert? Est-ce qu'il a cliqué? Est-ce qu'il a lu tel autre message? Est-ce qu'il fait partie du segment? Est-ce qu'il a acheté finalement suite au mail, etc. Donc, les premiers messages qu'on va retrouver tout en haut à la base de notre scénario d'emailing vont être des messages de découverte. C'est-à-dire, on va créer du contenu marketing sur la définition d'un besoin. On va vraiment vulgariser son discours et on va apporter par exemple des références clients, de satisfaction, puisque là, on va jouer sur la séduction. En gros, imaginez que c'est le premier contact que vous avez avec votre lecteur qui va recevoir ce premier message pour chacune des automations. Donc, il faut se dire, voilà, il faut diviser en trois parties. La première partie, c'est vraiment la partie découverte. Ça ne sert à rien dans ces premiers messages de balancer tout de suite les bénéfices de l'offre, la documentation technique et une offre. Voilà. Dans un deuxième temps, on va parler de contenu d'apprentissage, situé sur le corps un petit peu de votre scénario d'emailing. On va parler des bénéfices de l'offre, de l'avantage de la solution du service ou de la documentation technique pour aller un peu plus loin. Et enfin, c'est là où on va vouloir conclure justement pour aller pousser tout à la fin de votre scénario. On va mettre tout ce qui est décision, la conclusion, donc des offres limitées dans un temps limité, des offres limitées dans un stock disponible ou disponibilité de rendez-vous, par exemple. Voilà. Alors, vous allez me dire, tout ça va s'adapter finalement en fonction de votre secteur d'activité. C'est-à-dire que le nombre de messages et la vitesse à laquelle ils vont arriver, les messages de découverte, d'apprentissage et de décision, va dépendre en fonction de votre secteur d'activité. Par exemple, effectivement, si vous êtes un site e-commerce, vous allez très rapidement envoyer des messages de décision-conclusion pour faire ce qu'on appelle justement de l'upsell et du cross-sell. Hein, vous n'allez pas envoyer 15 000 messages pour dire, bah voilà, mon accessoire d'appareil photo, il est beau, c'est le meilleur, etc., etc. Non, vous allez tout résumer dans un seul message et vous allez dire, vous en avez besoin puisque vous avez acheté l'appareil photo. Et vous allez mettre une offre peut-être
qui soit bénéfique pour le prospect financièrement, par exemple. Voilà. Par contre, en B2B, généralement, on va étaler un peu plus ce contenu d'email. C'est-à-dire, par exemple, vous m'avez capté mon adresse email, je suis dans votre base de données parce que j'ai téléchargé votre livre blanc. Je vais du coup avoir toute la partie découverte dans un premier temps. Par la suite, je vais recevoir d'autres contenus d'email euh, de votre part, mais pas dans les jours qui suivent, peut-être dans la semaine qui suivent ou dans les mois qui suivent, pour voir mon intérêt et pas trop me spammer. Et enfin, ma décision conclusion, effectivement, si vous voyez que j'ai cliqué, que j'ai beaucoup ouvert les emails d'apprentissage, eh bien, vous allez du coup me dire, bah voilà, Samuel, apparemment vous avez un intérêt pour ça. On vous propose un rendez-vous la semaine prochaine avec telle personne. Regardez notre calendrier. Voilà. Donc tout de suite mettre les conclusions en fonction du bon profil. Et c'est à ça que sert la segmentation. Je vais en profiter pour répondre aux quelques petites questions qui m'ont été posées là à l'instant. Quels outils, applications conseillez-vous? Alors, Faustin, vous êtes sur un webinaire organisé par Liana Technologies. Donc, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, les outils que je vous conseille sont les outils Liana. Voilà. Des solutions de marketing automation, il y en a beaucoup sur le marché français, vous pouvez en trouver très facilement sur Internet. Il faut voir quelles sont celles qui sont adaptées, en fait, finalement, à la taille de votre société. Si vous êtes une petite structure, il vaut mieux choisir une solution de marketing automation qui soit flexible, qui soit agile. Si vous êtes une très grosse structure avec des très grosses ressources humaines là-dessus, avec une équipe, je ne sais pas, de 10-15 personnes dédiées à ça, peut-être vous avez les moyens du coup d'acquérir une solution de marketing automation premium. Voilà. Mais il faut surtout s'adapter à la taille de la société. Alors, j'ai ensuite Alexandra qui me pose la question. Bonjour, une personne peut-elle se retrouver dans plusieurs segments? Est-ce gênant? Non, tout au contraire. Bien évidemment, une personne peut se retrouver dans plusieurs segments et c'est pas du tout gênant. Prenons l'exemple de nous-mêmes. Moi, par exemple, j'aime la musique. Je fais partie des gens qui aiment la musique. Mais j'aime aussi aller dans les bons restaurants et j'ai une appétence pour le bon vin français. Vous voyez, finalement, on a tous une nature personnelle à faire partie de plusieurs types de segmentation. C'est pas du tout gênant. Ce qui serait gênant, ce serait d'adresser du contenu qui ne me soit pas adapté. Par exemple, je ne sais pas, imaginons, vous adressez du contenu qui fait la promotion, je ne sais pas, d'articles de chasse à des végétariens. Bon, bah là, ce serait mal vu, par exemple, pour eux. Donc, évidemment, il faut s'adapter en fonction de la personne. Et c'est pas du tout gênant si la personne fait partie de plusieurs segments. Au contraire, c'est-à-dire que vous avez bien construit quand même votre segmentation. Vous allez forcément avoir des segments qui vont être très larges, qui vont inclure beaucoup de personnes, mais dans ce cas-là, il faut que le contenu que vous envoyez à ces segments-là, il soit évidemment plus large. Le but du marketing automation, finalement, c'est d'avoir la segmentation la plus précise possible. Mais ça, on n'y arrive pas tout de suite en un claquement de doigts. Parce que vous vous doutez bien que plus c'est précis, plus on doit avoir de segments, plus on a de segments, plus on doit construire d'automation. Plus on doit construire d'automation, plus on doit prévoir les contenus d'emailing. Donc c'est pour ça que je vais le résumer tout à la fin sur ce point-là, mais sur votre stratégie de déploiement, euh, favorisez d'abord les actions à plus fort ROI qui vous prennent le moins de temps. Voilà. J'espère avoir pu répondre le plus possible à votre question, Alexandra. Laetitia qui me dit quelles sont les règles RGPD à mettre en place pour permettre de traquer les visites sur une page en particulier d'un site en B2B. Alors, sur tout ce qui est règles RGPD, je vous invite à visualiser du coup le webinaire de mon collègue Jérémy Barry. Pareil, si vous n'avez pas assisté hier, du coup, envoyez-nous un mail à hello@yanatech.fr. Pour résumer rapidement, pour répondre à votre question, Laetitia, en fait, pour le RGPD, il suffit effectivement de mettre un message, comme vous avez pu le voir sur de nombreux sites internet, une barre qui va permettre d'accepter tout ou une partie des fameux cookies. Parce qu'en fait, le tracking des contacts sur un site internet, c'est un cookie. Voilà, tout simplement. Donc il faut que la personne ait accepté ce cookie et il faut que vous lui permettiez finalement de pouvoir accepter ou non. Vous seriez dans l'illégalité si vous lui imposez ce cookie sans lui avoir demandé son accord. Voilà. Et ça, c'est aussi bien propre au B2B qu'au B2C.
Aline qui me dit, à propos de spam, on peut établir un scoring pour éviter la pression marketing. Quelle est la bonne fréquence pour définir le scoring? Alors Aline, si vous permettez, je répondrai à votre question un peu plus tard parce que je vais parler du lead scoring après. Voilà. Sophie qui me dit, le marketing automation est-il pertinent sans site commercial? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, je vous ai parlé de tout ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire la base de données, la qualité de la donnée pour vous permettre de segmenter et d'envoyer du contenu. Mais finalement, tout ce qui est en aval, c'est quoi? C'est le contenu. Donc, généralement, on redirige vers des articles de blog, du site internet, etc. Surtout en B2B, c'est primordial quand même d'avoir un site internet qui soit alimenté régulièrement avec un blog. C'est le meilleur. Ça, c'est la meilleure des techniques parce que le blog, vous pouvez l'alimenter régulièrement de contenu et que vous pouvez pousser du coup dans vos contenus de marketing automation. Si vous n'avez pas du tout de site commercial, c'est-à-dire ou alors juste un site figé, un site corporate, vous allez rediriger finalement tous vos liens vers ce même site et la navigation va être très rapide, va être très simplifiée. Voilà. Donc après, il y a peut-être d'autres objectifs, c'est-à-dire que si derrière vous avez, comme je reviens aux objectifs que je vous ai expliqués tout à l'heure, votre objectif principal, c'est finalement générer des rendez-vous et que vous n'avez que votre site corporate sur lequel vous avez un formulaire de demande de rendez-vous, eh bien oui, vous pouvez pousser du coup les gens à cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir le rendez-vous via différents types de contenus possibles. Voilà. Mais dites-vous bien une chose, c'est que moins vous avez de contenu sur un site internet et moins vous avez de possibilités marketing, on va dire. Vous allez vite tourner en rond, quoi. En B2B, comment définir au mieux le délai entre l'envoi d'un premier email et d'un suivant? À quel moment peut-on passer de la découverte à l'apprentissage? Très bonne question de Coralie. Ça, cette question, je ne peux pas vous dire un nombre magique qui va vous répondre parce qu'il faut que je connaisse votre secteur d'industrie. Pour ça, j'ai besoin d'en discuter un peu plus avec vous, parce que c'est vraiment propre à chaque secteur industriel. Les secteurs industriels où vous allez me dire avoir une base de données de 200 contacts, c'est énorme. Il y en a où vous allez me dire avoir une base de données de 2000 contacts, c'est pas beaucoup. Donc finalement, on va se dire, on apporte le contenu en fonction de son secteur industriel. Si c'est un secteur qui a beaucoup d'actualité, comme par exemple le secteur bancaire ou assurance, il y a de la réglementation tous les mois qui change. Et vous êtes une société qui est, je ne sais pas, dans l'apport de conseils juridiques là-dessus ou qui fait des formations. Effectivement, là, vous allez apporter du contenu régulièrement, tous les mois, voire même toutes les 2 semaines. Par contre, si c'est une société où l'actualité ne change pas beaucoup, vous allez étaler un peu plus. Encore une fois, le but du marketing automation, c'est envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Donc finalement, le délai, il est en fonction du comportement de votre visiteur. Si vous voyez que vous envoyez un email et que l'email de relance, il est habituellement 3 jours, 4 jours après, et que vous voyez que c'est peut-être un peu trop agressif, dans ce cas-là, repoussez un peu plus. Voilà. Il n'y a pas de chiffre magique, surtout en B2B, ça dépend vraiment du secteur industriel. Et Alexandra qui me répond merci beaucoup. Bon, super. Je vais pouvoir continuer. On va parler maintenant de base de données et marketing automation. Alors, comme je vous ai dit, c'est le nerf de la guerre. La base de données, la qualité de la base de données, c'est vraiment le nerf de la guerre en marketing automation. Pour 3 raisons. D'abord, la qualification. Est-ce que les données, elles sont fiables? Si vous êtes une société qui a un historique de plus de 25 ans, le même CRM depuis plus de 15 ans, il y a de fortes chances que vos données ne soient pas à jour et que vous ayez un taux de contact endormi très important, de contacts aussi dont les adresses email n'existent plus très importants. Voilà. Donc, est-ce qu'elles sont fiables? Quel est le format des données? Est-ce que ce format est exploitable? Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de voir dans votre CRM, vous rentrez dedans, vous voyez, bah voilà, hop, civilité, j'ai le choix entre monsieur, madame, voilà, bon, bah, ça doit être un menu déroulant, des cases à cocher. Par contre, si par exemple vous mettez secteur industrie et ce champ-là, c'est un champ texte. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous allez me rejoindre là-dessus, où vous allez avoir des commerciaux qui vont écrire un même secteur industriel de plein de façons différentes. Par exemple, le secteur bancaire, il y en a qui vont écrire dans ce champ texte, ils vont écrire bancaire, d'autres qui vont écrire banque, d'autres qui vont écrire banque avec un S, banque sans S.
Vous avez déjà là 3 types de données pour une même valeur. Donc, quand vous allez construire votre segmentation, vous allez forcément devoir vous obliger à dire je veux tous les contacts qui soient bancaires, banque avec un S et banque sans S. Imaginez-vous le travail que ça procure sur toutes les données du coup de votre CRM. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un maximum de standardisation des données dans votre CRM. Hein, voilà. Donc regardez quel est le format des données. Sur le format des données, il va aussi y avoir l'export. Si ça se trouve, vous le trouvez très propre, votre format dans votre CRM. Mais quand on va faire l'intégration et que on va récupérer les données de votre CRM, par exemple, et que finalement votre CRM exporte les données en les mettant entre guillemets et en rajoutant des points-virgules, et que la solution de marketing automation n'est pas capable de supporter les guillemets et les points-virgules, et bien là, votre donnée, elle vaut 0. Donc ça veut dire qu'il va falloir la réinterpréter, la réécrire, la retravailler au moment même de l'intégration. Tout ce que je vous donne là en exemple, en anecdote, ce sont des petits tips que j'ai rencontrés au cours de mes expériences sur ce genre de projet, qui sont des tips vraiment basiques et qui peuvent vous permettre de gagner un maximum de temps dans la gestion de projet. Que vous choisissez Liana ou pas, hein, peu importe, ça marche avec tous les prestataires. Ça vous permet d'anticiper. Ce que je vous dis là, c'est vraiment les principaux problèmes que l'on rencontre lorsqu'on fait une intégration, problèmes techniques, mais qui sont, l'avantage, c'est qu'ils sont facilement solvables. Quelle est la structure de la base de données? Est-ce que au sein même de notre CRM, j'ai une table avec toutes les données, ou est-ce que c'est du multitable? Un exemple tout bête, dans le secteur de l'éducation, une école d'ingénieurs, par exemple, va se dire, OK, moi j'ai un CRM, mais j'ai plusieurs tables, parce que j'ai les visiteurs qui vont arriver à mes portes ouvertes, on les appelle des prospects. Ensuite, ces visiteurs, ils sont devenus étudiants, on va les appeler des clients. Et après, finalement, quand ils ont fini leur parcours professionnel chez nous dans notre école de commerce, ben, ils ne sont plus étudiants. Ils ne sont plus clients d'une certaine façon. Mais est-ce qu'ils ne redeviendraient pas prospects pour certaines autres formations que peut proposer l'école? Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut se dire. Où est situé mon contact? Est-ce que c'est une table? Est-ce que c'est plusieurs tables? Et quel est le lien entre ces tables? Voilà. Parce que c'est déjà arrivé, par exemple, justement, je reprends cet exemple d'une école de commerce, où finalement le contact il rentre dans la table des visiteurs salon, ensuite il rentre dans la table des étudiants, et ensuite des plus étudiants après formation. Mais finalement, ce contact est resté dans les 3 tables. Donc quand on veut lui adresser du contenu, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est prospect? Est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il ne l'est plus? Voilà, c'est la question à vous poser. Toutes ces questions-là que je vous pose, c'est vraiment pour pas vous mettre des épines dans le pied, au contraire, sur les projets de marketing automation. C'est justement pour vous montrer quelles vont être les principales problématiques que vous allez forcément rencontrer dans un projet de marketing automation et pour que vous les évitiez le plus rapidement et le plus facilement possible. Les mises à jour. Est-ce que votre base de données elle est mise à jour régulièrement? Est-ce qu'elle est mise à jour automatiquement? Est-ce qu'il y a un remplissage standardisé ou c'est libre? Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le commercial qui va écrire de plein de façons différentes un secteur industriel s'il a un champ texte. Et ce remplissage, est-ce qu'il est automatique ou est-ce qu'il est effectué par les commerciaux? Alors la segmentation. La segmentation, c'est un sujet assez facile puisque en fait, c'est un sujet sur lequel vous devez définir ce qu'on appelle des personas. Un persona, ça va être un segment que vous allez dire, OK, bah moi, mon client type dans ma société, c'est, je ne sais pas, le directeur des ressources humaines dans une société de plus de 500 employés qui génère plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est votre client type, c'est donc un premier segment. Les segments, vous allez pouvoir en faire de toutes sortes. Par exemple, je veux un segment de tous les prospects, je veux un segment de tous les clients, segment panier abandonné, etc., etc. Est-ce qu'il a visité une page du site? Participation à des webinaires. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Oups. Maintenant, sur les 3 slides à venir, je vous ai créé au sein de notre outil Lianasem 3 exemples justement de scénarios d'emailing, donc les fameuses automations qu'on réalise après avoir créé un segment. Par exemple, un premier exemple tout bête, mon segment
des paniers abandonnés, donc c'est-à-dire à partir du moment où j'ai mis un produit dans le panier et que j'ai abandonné, j'ai quitté le site, hop, je reçois un message. Alors, là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter entre les deux une notion de temporalité. Parce qu'à partir du moment où j'ai quitté la page, là, ça veut dire que boum, je reçois le message. C'est peut-être un petit peu trop agressif. On pourrait peut-être ajouter une notion de temporalité, de dire attendre peut-être 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ensuite envoyer le message. Un deuxième exemple, on va aller un peu plus loin dans mon workflow. Panier abandonné, je lui envoie un message, mais je vais vérifier cette fois-ci s'il a acheté quelque chose après l'avoir relancé avec mon message. Donc là, je vais créer un segment où je vais dire, je veux toutes les personnes qui ont acheté après avoir ouvert ce message-là. Voilà. Ça, c'est un segment tout bête, avec deux conditions. Les contacts qui ont acheté un produit abandonné, et deuxième condition, suite à l'ouverture de ce mail-là. Et là, on va rentrer justement dans, par exemple, du lead scoring. On va lui attribuer, par exemple, 3 points. Un dernier exemple pour aller un peu plus loin. Panier abandonné reçoit le message. Est-ce qu'il a ouvert ce message? S'il a ouvert le message et qu'effectivement il a acheté, on lui donne 3 points. Par contre, s'il n'a pas ouvert le message, au bout d'un jour, on relance. Voilà. Un autre exemple de workflow, on appelle ça des workflows, hein, cette impression écran que je vous ai mis là, c'est donc un scénario. En B2B, par exemple, là j'ai tous les contacts qui ont rempli ma landing page. On leur envoie du coup un message. Est-ce qu'ils ont cliqué sur le lien? Oui ou non? Si oui, on leur envoie un autre message. Est-ce qu'il a ouvert? Scoring. Est-ce qu'il n'a pas ouvert? On attend, etc., etc. Voilà. Des exemples tout bêtes, mais que vous pouvez appliquer très facilement en B2B, par exemple, sur le lancement de landing page, et par exemple ici en B2C sur du e-commerce. Un autre exemple, alors cette fois-ci justement avec une visite d'une page. Alors il a visité une page. Alors petite parenthèse, pour ceux qui se doutent un petit peu de se dire, ok, mais ça veut dire que à chaque fois que je visite un site internet, on capte mon adresse email? Non. Pour cela, il faut déjà que le site internet ait effectivement un cookie mis en place, que vous ayez accepté les cookies et que vous ayez forcément, à un moment donné, rempli un formulaire sur le site internet. Donc un formulaire, ça peut être par exemple l'inscription à une newsletter. Hein, voilà. Et en fait, le système de marketing automation, via le cookie, va lier l'adresse IP avec l'adresse email. Voilà. Comme ça, on sait que cette adresse IP-là, elle a visité la page, on va attendre un jour, on lui envoie un email. Est-ce qu'il a ouvert? Est-ce qu'il a cliqué? On l'ajoute du coup à tel segment. S'il n'a pas cliqué, on lui en renvoie un message de relance. Voilà, tout bête. Alors, on va parler de plan de déploiement. Pour lancer un plan de déploiement, il faut se poser en fait 3 questions. Quelles données je possède, hein, qui puissent être interprétées par du marketing automation? Quels segments je peux réaliser? Et quelles automations simples je peux lancer à court terme et à fort ROI? Voilà. C'est les 3 questions que vous devez vous poser à partir du moment où vous vous lancez. Petite parenthèse sur le sujet de la création de landing page. C'est un sujet très important, je l'ai dit surtout en B2B, puisque c'est ce qui va vous permettre de faire de la lead generation, donc c'est-à-dire générer des nouveaux leads. Vous allez peut-être promouvoir ces pages avec par exemple des publicités, soit sur LinkedIn ou Google Ads. C'est très important pour vous que la landing page soit intégrée avec la solution de marketing automation, sinon vous allez devoir à chaque fois manuellement exporter les contacts qui ont rempli la landing page et les importer manuellement dans votre solution. Encore une fois, on perd du coup l'avantage de l'automatisation. Il faut que ces landing pages elles puissent être duplicables à souhait, puisque vous allez réaliser plusieurs campagnes, qui vous permettent de faire de la gestion de contenu, surtout de créer des formulaires, parce que c'est le principal objectif, d'avoir un URL unique par landing page, pour pouvoir les promouvoir par exemple vers des publicités, et les remontées des données, est-ce qu'elles doivent remonter dans la base de données originale? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire une intégration avec le CRM par exemple,
pour se dire, à partir du moment où la personne remplit la landing page, est-ce que ces données doivent rentrer dans le CRM ou pas? C'est une question à vous poser. Deux exemples de landing page, oula, avec des impressions écran un petit peu floues. Voilà, c'est juste pour vous montrer des exemples sur les bonnes pratiques généralement à réaliser, parce que j'ai trop souvent vu des modèles de landing page trop complexes. Alors, qu'est-ce que j'appelle trop complexe? Qu'est-ce qu'une bonne landing page? C'est, donc pour rappel, une landing page, c'est une page web. Imaginez ça comme une page web avec un URL. C'est une landing page avec un header simplifié au maximum, pas de menu comme le site internet. Le header, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre menu sur votre site internet. C'est ce qu'on voit tout en haut. Donc, il faut le simplifier au maximum. Il faut évidemment retrouver le logo, mais généralement rien de plus. Pourquoi? Dites-vous bien que plus vous rajoutez de boutons, de call to action sur votre landing page, plus vous allez inciter votre visiteur à sortir de votre landing page sans qu'il ait rempli le formulaire. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils remplissent le formulaire. Les landing pages, c'est très marketing. Il faut que ça soit vraiment élégante et visuellement attractive. C'est ce qui va faire que la personne va remplir votre formulaire aussi ou pas. Donc, n'hésitez pas avec les images de haute qualité. Voilà. Ne mettez pas des images floues ou tronquées, ça desservira trop l'intérêt de votre landing page et votre taux de conversion. Un titre rappelant l'objectif de la page. Si je reprends mes exemples, vous voyez ici, réussir son investissement locatif. Ou ici chez nous, créer vos newsletters en français. Une courte description incitant le visiteur à remplir le formulaire, c'est-à-dire en indiquant la carotte et mettre en valeur. Finalement, j'arrive sur cette page, qu'est-ce qui me donne envie de remplir le formulaire? Toutes les clés pour vous aider à comprendre l'immobilier locatif. Si je suis arrivé là, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une recherche sur justement l'immobilier locatif. Voilà. Donc là, on me promet d'avoir toutes les clés en un document. Un formulaire accessible sans besoin de scroller la page. Scroller, ça veut dire descendre avec la souris la page. Le plus simple possible avec les informations nécessaires uniquement. Il n'y a rien de plus énervant que de devoir chercher une information en descendant beaucoup de pages. Donc, en gros, si vous mettez trop d'informations, ça tue l'information. Regardez cet exemple parfait ici à gauche. On a vraiment une horizontalité de l'information. Hein. Et tout de suite, on a le titre, la description, une belle image, le formulaire ici à droite. Voilà. Je suis persuadé que cette landing page, elle convertit un maximum. Ne pas oublier les mentions légales liées au RGPD avec une case à cocher et un double opt-in. Donc c'est ce qu'on va retrouver là, après le formulaire. Donc on va dire, voilà, vous nous donnez votre adresse email, vous consentez du coup à ce qu'on vous envoie du contenu commercial. Hein, voilà. Et un footer simplifié avec les coordonnées de la société pour sécuriser le visiteur. Donc footer simplifié, qu'est-ce que c'est le footer? Le header, c'est ce qu'il y a tout en haut. Le footer, c'est ce qu'il y a tout en bas, généralement, là où il y a les coordonnées de la société, etc. Le mapping de votre site internet. Pareil, il faut vraiment que ce soit simplifié un maximum parce que plus vous avez de liens, même si ce n'est pas très regardé en footer, plus vous avez de liens, plus vous incitez le visiteur à aller voir autre chose. Voilà. Par contre, ce qui est très important, ce footer, il a un rôle de sécurisation. C'est-à-dire que quand le visiteur arrive sur cette page, il voit déjà qu'il n'est pas sur le site internet, ça y ressemble, mais il n'est pas dessus. La première chose qu'il se dit, c'est est-ce que c'est pas un autre site internet? Est-ce que je me fais pas avoir? Donc il y a vraiment un besoin de sécurité ici à confirmer. Oups. Alors, ma petite slide sur le développement d'un programme de fidélité digitale. Puisque finalement, c'est quoi un programme de fidélité? C'est en fonction de ma récurrence d'achat ou de la valeur de mes achats, je vais gagner des points, par exemple, qui vont me donner droit à des remises, à des réductions ou des cadeaux. Voilà. Donc, l'avantage du marketing automation, c'est que grâce à la technique du lead scoring, vous pouvez faire cumuler des points à vos abonnés. Par exemple, s'il a ouvert, s'il a cliqué sur un message, s'il a acheté tel produit, s'il fait partie de tel ou tel segment. Vous pouvez lui attribuer ou lui soustraire un certain nombre de points. Donc à quoi ça sert? Ça sert à améliorer l'engagement client, augmenter les ventes en nombre et en volume, augmenter le nombre de clients par le parrainage et conserver ces clients
plus longtemps, c'est-à-dire limiter le taux de churn. Si on devait définir par une phrase un peu mathématique la fidélité, qu'est-ce que c'est? C'est la force de rétention par rapport à la force d'arrachement concurrentielle. Et on le sait aujourd'hui en marketing, la concurrence est de plus en plus forte et de plus en plus vaste, d'autant plus que la force de rétention est d'autant plus faible. C'est-à-dire qu'un visiteur, un client aujourd'hui est de plus en plus volatile et donc de moins en moins fidèle. Comment évaluer la fidélité? Eh bien, le lead scoring avec un système de points, l'engagement sur les réseaux sociaux, par exemple, que vous pouvez collecter avec d'autres outils, la fréquence d'achat, dont je vous parlais tout à l'heure, l'utilisation des rétributions, les points cumulés, ou les taux de recommandation, le parrainage. Sur le programme de fidélité digitale, ça c'est vraiment une introduction que je vous ai fait. Hein. Si ça vous intéresse, vous souhaitez en discuter plus, eh ben, je vous invite à me contacter pour qu'on aille vraiment plus loin parce que j'ai déjà fait une présentation, un webinaire de plus d'1 heure spécifiquement dédié à ce sujet-là. Donc il y a énormément de choses à dire. Là, c'est vraiment pour vous le mettre en tête si jamais vous voulez vous lancer en marketing automation. C'est faisable, c'est possible. Alors, lead scoring, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'attribuer ou de soustraire des points en fonction d'un comportement. Il peut y avoir 3 types de comportements. Implicite, c'est-à-dire l'interaction de contenu. Je clique, j'ouvre, etc. Je m'inscris à un webinaire, je m'inscris à une formation, à un événement ou un coup de téléphone entrant. Ça, c'est implicite. Explicite, par exemple, toutes les données liées au lieu, par exemple, de la société, la fonction, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Vous allez du coup attribuer une valeur, un score, en fonction, par exemple, je sais pas, si vos clients, vous avez besoin d'une zone de chalandise, c'est autour de Rennes, par exemple, eh bien forcément, toutes les sociétés qui vont être à Rennes vont avoir plus d'importance pour vous qu'une société qui est à Bordeaux. Et négatif, c'est-à-dire tout ce qui est lié à désinscription, inactivité, non-décideur. Souvent, quand on parle de list scoring, on a tout de suite en tête rajouter des points. N'oubliez pas la soustraction parce que c'est ce qui va vous donner une valeur plus précise à vos contacts, à vos leads. Parce qu'effectivement, si pendant 6 mois, j'ouvre du contenu, je clique, etc., je vais cumuler des points chez vous en lead scoring. Ça se trouve, je vais faire partie des abonnés avec le top score. Mais si sur les 3 prochains mois, j'ai changé d'activité, je suis plus du tout intéressé par ce que vous faites, etc., je me désinscris, c'est pas bon pour vous parce que je vais toujours garder le même nombre de points dans votre base de données et vous allez toujours me considérer comme un lead très chaud. Or, c'est pas vrai parce que ma situation a changé. Donc finalement, en fonction du changement de ma situation, il faut m'attribuer une négativité de points pour que je redescende à la base que j'étais originellement. Voilà. Sous-segmentation automatique, c'est-à-dire, un exemple tout bête, je veux toutes les personnes qui sont dans tel segment, je leur envoie un message, ceux qui ont ouvert, je leur mets un certain nombre de points. Et après, vous allez dire, je veux checker le score de tous ceux qui ont plus de 10 points et je les rajoute au segment. Et dans ce cas-là, vous créez un segment vide qui va s'alimenter automatiquement en fonction du scoring de vos abonnés. Et ça, c'est la base du programme de fidélité digitale. C'est-à-dire, vous allez compartimenter en 3 catégories, par exemple ceux qui sont bronze, argent et or. Bronze, ça va être de 5 à 10 points, argent de 10 à 15 points et or de 15 à 20 points. Ça permet de déterminer la chaleur d'un lead et la mise en place de paliers et prévoir des actions pour chaque palier. Et surtout, c'est la première étape avant le lead nurturing. Lead nurturing, c'est-à-dire nourrir régulièrement ses leads. Alors là, tout de suite, on rentre dans des sujets un petit peu plus complexes. Le lead scoring, pour ceux qui ne sont pas encore lancés en marketing automation, mettez-le entre parenthèses pour le moment, ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire, il faut que vous l'ayez en tête dans votre stratégie quand vous vous lancez avec un prestataire. Assurez-vous qu'il puisse bien faire du lead scoring comme vous le souhaitez, mais ne le lancez pas tout de suite. Parce que d'abord, vous avez déjà une charge de travail à réaliser évidemment sur l'intégration, une charge de travail à réaliser sur la création des contenus et des segments. Donc, le lead scoring intervient après. Je vais répondre aux questions. Combien de relances peut-on envoyer avant d'être considéré comme spammer?
Là, Coralie, c'est une question un peu trop générique. Je peux pas répondre puisque ça va dépendre de votre activité. Encore une fois, par exemple, euh, tout ce qui est site e-commerce, ils ont énormément de données sur nous, puisque forcément, on a acheté des produits de différentes catégories, etc. Donc, ils vont vouloir nous attirer avec des upsells, des cross-sells. Donc, eux, généralement, on va recevoir beaucoup d'emails de relance. Si vous êtes en B2B, généralement, on considère que 3 relances, ça y est, c'est bon, quoi. Au bout de 3 relances, si la personne n'a pas ouvert, ne serait-ce l'email, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Donc, les commerciaux, quand ils envoient des mails, ils ne peuvent pas, peut-être tout le temps, traquer les ouvertures et les clics. L'avantage du marketing automation, c'est que vous pouvez traquer l'ouverture et le clic d'un email. Donc, si vous dites au bout de 3 relances, il n'a pas ouvert, ben effectivement, vous l'abandonnez, vous le mettez ailleurs, il sort du segment, vous lui mettez un mauvais score. Il y a plein d'alternatives. On ne peut pas mettre un chiffre sur le nombre de relances. En B2B, généralement, ce qui se fait, c'est que c'est 3 relances, 4 maximum, et après, voilà. Aline qui me pose la question, et le scoring, c'est à quel moment? Était-ce au moment du marketing automation? Alors, je ne comprends pas beaucoup votre question, Aline. Le scoring, en fait, la mise en place du scoring, déjà, dans votre plan de déploiement, il doit vraiment être fait quand vous avez déjà fait la base, c'est-à-dire intégrer la base de données, mis en place la solution, créer des segments, des automations. Ensuite, vous pouvez penser lead scoring. Voilà. Généralement, un scoring, la fonction scoring, la fonctionnalité, elle peut s'appliquer tout au long du cursus, du workflow, du scénario d'emailing. Hein. Ça peut être, OK, fait partie de tel segment, a reçu tel message, a ouvert, boum, un point. Et puis ensuite, est-ce qu'il a cliqué sur le lien, boum, 2 points. Et comme ça, bah, si j'ai ouvert et j'ai cliqué, je cumule 3 points. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, Aline. Dites-moi en tout cas si jamais. Un exemple ici de lead scoring que vous pouvez avoir, visite sur Internet, plus 15 points, inscription newsletter, plus 30 points, etc. etc. En fait, ça c'est juste un exemple que vous pouvez avoir en tête, mais surtout ce qui est très important, c'est ça, c'est se définir une échelle d'importance. C'est-à-dire se dire, peut-être sur un fichier Excel si vous voulez, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est un contact qui télécharge un livre blanc? Est-ce que c'est un contact qui ouvre, qui clique, qui demande un rendez-vous? En fonction de cette importance, attribuer un nombre de points logique, en fait, finalement. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse différence entre le nombre de points. Voilà. Définir un planning. Je vous ai mis un planning type pour se lancer en marketing automation. Donc, généralement, ce qui est très rapide, mise en place et formation d'outils, ensuite le lancement des intégrations qui prend un peu plus de temps, mais en même temps de lancement des intégrations, vous pouvez commencer à rédiger les contenus d'email, à définir vos premiers segments et vos automations, lancer les tests, ça se fait très rapidement, et ensuite on lance la première vague d'automation. La mesure de la performance, comme je vous ai dit en introduction, il faut définir des objectifs, donc du coup il faut mesurer finalement la performance de ces objectifs. Ça peut être sur le taux de conversion, le nombre de leads générés, coût par lead, etc., etc. Je vous les ai listés, vous les retrouverez. Un petit pro tips là-dessus, un outil très pratique que vous pouvez intégrer avec votre système de marketing automation, c'est Google Data Studio. C'est un outil de chez Google qui est entièrement gratuit, qui vous permet d'intégrer plusieurs flux de données et de créer tous les graphiques que vous souhaitez suite à ces flux de données. Voilà. Donc, imaginons que vous avez de la donnée qui rentre avec votre système de marketing automation comme les clics et les ouvertures d'email, et vous avez d'un autre côté, dans une autre base de données, donc qui ne communique pas, je ne sais pas, les ventes sur votre site e-commerce, bah, vous prenez ces deux flux, vous les mettez dans Google Data Studio et vous pourrez suivre quelle est l'évolution des ventes en fonction des taux d'ouverture et des taux de clic. Voilà. Hop, Laetitia qui me dit, ce planning, est-ce pour une personne à 100%? Alors, bonne question Laetitia. En fait, dans les prérequis pour se lancer en marketing automation, il faut avoir des ressources humaines. C'est-à-dire que si vous vous lancez, en fait, il faut avoir le nombre de ressources humaines adaptées en fonction de la taille de votre projet.
Si vous vous lancez dans un très gros projet, mais que vous n'avez qu'une personne dédiée à ça pour créer tous les contenus, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous dis de favoriser, de lister les segments, les automations qui vous rapportent le plus de ROI. Comme ça, vous allez favoriser l'importance de vos automations. Mais pour vous donner un exemple très concret, nous avons ici chez Liana des clients qui, au sein du service marketing, ont une seule personne dédiée à la solution de marketing automation et qui a plein d'autres missions à côté et qui s'en sort très bien. Tout est une question d'anticipation finalement. Je vous ai listé 10 idées reçues à oublier, effectivement, sur marketing automation, couvre de messages inintéressants, etc. En gros, si vous sortez de ce webinaire en confirmant une de ces idées reçues, ça veut dire peut-être que j'ai mal expliqué un sujet ou que vous avez besoin qu'on aille un peu plus loin dans le détail sur certains sujets parce que, en gros, tout ça, c'est vraiment des idées reçues à oublier. Ne serait-ce que la question qui revient souvent, le marketing automation coûte cher. C'est toujours la même chose, c'est par rapport à quoi? Si vous investissez 20 000 euros, mais que derrière ça vous rapporte 200 000 euros, est-ce que le marketing automation vous a coûté cher? Voilà. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de ROI, parce qu'avec le marketing automation, on peut très facilement avoir une vision héroïste. Se lancer en 8 étapes. Évidemment, je vais vous envoyer les slides suite à la clôture de ce webinaire. Voilà, les 8 étapes pour se lancer, faire un plan des données que vous avez besoin, choisir son partenaire, commencer à personnaliser le contenu, donc créer les contenus, commencer avec les messages déclencheurs, les formulaires si vous avez besoin, créer votre content calendar qui vous permettra d'anticiper au mieux, du coup. Analyser et intégrer l'analytics comme partie importante de votre chaîne d'automatisation, c'est-à-dire que si vous lancez des automations, des segments que vous avez passé énormément de temps là-dessus et que derrière vous n'analysez pas les résultats, vous pourriez passer à côté de succès, certains succès, et passer à côté d'échecs que vous n'avez pas adaptés. Voilà. Les prérequis pour le choix d'un prestataire. Ça, c'est pour se lancer en marketing automation, c'est pour tout le monde pareil. En gros, est-ce que je peux connecter ma base de données externe? Est-ce que j'ai des intégrations API ouvertes? Voilà, ou pas. Si tout est fermé de votre côté, ça va être compliqué. Création de segments avancés. Est-ce que je peux créer autant de segments que je veux et de la manière que je veux? Est-ce que je peux créer facilement des workflows? C'est-à-dire que si vous êtes effectivement, je rejoins la question de Coralie, je crois tout à l'heure, si vous êtes une personne pour ce projet et que vous avez une solution où vous devez cliquer sur 30 boutons pour créer un workflow, ça va être compliqué honnêtement. Ça va être très compliqué. Donc là, il va falloir favoriser une solution qui soit plutôt agile et facile d'utilisation. Est-ce que j'ai un envoi illimité de messages? Ça, c'est une question qui peut paraître évidente, mais il faut que dans mon forfait avec mon prestataire, forcément, j'ai un envoi limité de messages parce qu'on ne contrôle plus l'envoi du nombre de messages. Est-ce qu'il peut me faire du lead scoring? Et est-ce que je peux créer des landing pages avec pré-remplissage, etc. Pour résumer, c'est l'outil qui doit s'adapter à l'humain. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, ne définissez pas votre stratégie marketing en fonction des belles fonctionnalités qu'un outil peut vous proposer. C'est l'inverse. C'est définissez votre stratégie, voyez si l'outil peut y répondre. Alors, Florence qui m'a posé une question. Et le point 10 de la précédente slide, pardon, je vais revenir sur la précédente slide. Ça devait sûrement être sur les idées reçues. Le marketing automation est un projet de l'équipe marketing uniquement. Bah oui, parce que c'est ce que je disais en fait tout à l'heure. C'est-à-dire, il est à l'initiative de l'équipe marketing au lancement, mais il ne doit pas, dans les résultats, être uniquement sur l'équipe marketing. Comme je vous disais, en B2B, l'équipe commerciale doit forcément être impliquée. Puisque l'objectif ici, c'est de générer des leads qualifiés, les commerciaux reçoivent les leads, est-ce qu'ils ont une meilleure conversion? Donc il faut qu'il y ait vraiment une bonne communication, un feedback entre les commerciaux qui vont utiliser le produit final généré par le marketing automation. Voilà. J'espère que c'était votre question, Florence, sinon n'hésitez pas. Prérequis sur le champ d'un prestataire, rapide slide sur la délivrabilité. Petit rappel, mais sinon je vous invite du coup à revoir la présentation de Jérémy Barry. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas assisté hier, envoyez-nous un email, comme ça on vous la renverra.
Il faut avoir un nom d'expéditeur, un fournisseur qui puisse envoyer de l'email de masse, pas de pièce jointe trop lourde. Voilà. Bon, je vous ai mis vraiment les choses les plus évidentes que vous pourrez retrouver, relire. Voilà. On a terminé. J'ai accéléré un petit peu sur la fin pour pas trop dépasser sur votre temps parce qu'on a fait 1h10 environ. Pour résumer, donc je vais vous envoyer la présentation du webinaire avec toutes les slides. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez vous lancer avec un projet, n'hésitez pas, ne serait-ce que à nous poser des questions. Envoyez-moi un mail ou appelez-moi par téléphone, c'est avec plaisir, j'y répondrai. Ce sont des sujets passionnants. Et surtout, c'est que tout projet doit être adapté en fonction de votre taille de structure, etc. Donc, il y a énormément de choses à voir. Voyez, on termine avec ces slides sur Liana Love Marketers. Bon, c'est un petit peu les solutions Liana, un identifiant unique pour tous les outils. On est des solutions sur le cloud en mode SaaS conforme au RGPD. On peut s'intégrer avec tout système tierce, nos intégrations sont ouvertes et on fournit à chaque fois un chef de projet sur un temps illimité pour chacun de vos projets. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à venir chez moi aujourd'hui pour parler de marketing automation. Vous pouvez me contacter par email à l'adresse samuel.plasman@yanatech.com ou par téléphone au 06 49 08 95 72. Ce sera avec plaisir pour répondre à toutes vos questions pour tous vos projets. Je vais relire la partie questions, voir s'il y en a. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que c'est important d'être accompagné pour un projet d'automation? Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. C'est un point très, très important, même primordial. Il y a une étude européenne qui est sortie, je crois, l'année dernière, qui disait qu'il y a plus de 40% des projets de marketing automation qui échouent si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel. Pourquoi? Parce que, aussi belle que ma présentation puisse être, vous n'avez peut-être pas tout retenu. Et surtout, c'est que j'ai vraiment effleuré chacun des sujets sur ce lancement de projet. Donc, c'est très, très important de pouvoir être accompagné. Si jamais vous avez les moyens, le budget pour vous permettre de vous payer un conseiller très cher à côté, tant mieux pour vous. Mais sinon, ne négligez pas, peut-être de par votre budget, l'accompagnement professionnel parce que c'est ce qui va faire la réussite de votre projet. Ce serait dommage d'investir tant d'euros dans l'outil pour finalement échouer avec la méthodologie. Romain qui me dit merci Samuel, c'était très très intéressant, très clair. Avec plaisir, Romain, merci beaucoup. Florence qui me dit présentation de Jeremy Barry m'intéresserait. Ok, très bien, c'est noté Florence. Sophie, bravo pour ce webinaire très clair et très complet. J'ai enfin l'impression d'avoir compris ce qu'est le marketing. J'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Ma journée est réussie. Donc c'est super. En tout cas, je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Faustin, merci de votre présentation. Aline, merci à vous. Merci Samuel. Merci Nicolas. Voilà. Hop. Laura, merci beaucoup, très intéressant. Merci pour la présentation. Avoir répondu aux questions. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment, posez-les. Sinon, je vous dis à bientôt. On va le plus vite possible avec notre équipe marketing exporter la vidéo de ce webinaire pour vous l'envoyer du coup avec les slides dans un email. Et évidemment, n'hésitez pas à me recontacter si besoin. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.